merci beaucoup à tous d'être présents. Une petite introduction très rapide, quelques mots de présentation. Nous laissons la parole à Vincent qui a gentiment accepté de nous présenter son témoignage. Et ensuite, avec Cyril, on poursuivra sur le programme, même si vous le connaissez. On vous indiquera un petit peu ce qui nous paraît important dans ce programme sur la question de la culture. Et puis enfin, l'idée, c'est aussi qu'on discute. On a déjà commencé, mais de continuer à discuter. Peut-être qu'on peut aller finir au bar, on trouvera d'autres personnes pour se joindre à nous. Alors pour ma part, Marlène Marty, je suis donc la candidate suppléante. Le mot me vient ce soir. Hier, le mot ne m'est pas venu. Candidate suppléante donc de Cyril Girardot pour les législatives dans la 3e Circo. Moi, je suis formatrice en travail social, j'enseigne la sociologie à Limoges et j'habite à Sorges. Voilà. Je viens de la France Insoumise. Et je suis très heureuse aujourd'hui de porter avec Cyril non pas seulement un programme de la France Insoumise, mais très très fidèle à celui à l'avenir en commun, mais bien un programme partagé donc par les forces de gauche qui se sont donc mis d'accord, non pas uniquement sur des enjeux électoraux, mais se sont mis d'accord sur un programme que vous pouvez consulter en ligne. Voilà. Et donc, au-delà même de cet accord qui est important, cet accord est, on va dire, assez historiquement important, puisque au premier tour de quelconque élection législative ou ce genre de choses, depuis le début qu'on vote en France, ça n'est jamais arrivé que la gauche arrive d'un front ensemble dès le premier tour. Moi, je m'appelle Cyril Girardot, donc je suis membre du Parti ouvrier indépendant, j'ai été directeur de campagne pour la France Insoumise dès 2017. Le Parti ouvrier indépendant a intégré dès 2017 la France Insoumise et a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon déjà il y a 5 ans. Donc on est sur le même élan. Je suis dirigeant fondateur d'une SCOP de un petit peu plus d'1 heure de route de là. Et voilà, je suis non seulement très content d'être représenté cette NUPS, NUPES, qui laisse même le choix dans la façon de le prononcer, et d'être parmi vous ce soir pour parler de la culture, de son accès et du moyen de rémunérer correctement tous les acteurs du monde de la culture. Donc, je vais te laisser la parole. Donc j'ai écrit la première chose qui me passait par la tête. Donc moi je suis Vincent, je suis micro-entrepreneur dans le domaine de la photo et de la vidéo, et papa de 2 jeunes enfants. Ma contribution ce soir portera sur l'accès à la culture en milieu scolaire. Bon, je ne veux pas dire ici qu'elle est absente, mais sûrement pas assez présente. La culture a pour moi un rôle émancipateur très important dans le développement des individus. Alors certes, les enfants se rendent au cinéma régulièrement dans le cadre scolaire ou visitent des musées, mais j'ai envie d'aller plus loin dans mon souhait de voir dans leur emploi du temps plus d'espace se libérer pour du théâtre, de l'expression corporelle, de la musique, de l'improvisation ou expression libre. Il me semble très important de stimuler la créativité des enfants et de valoriser leur singularité. La culture peut tout à fait tenir ce rôle. Donc je pense que l'école n'a pas vocation à préparer des petits soldats de la Startup Nation, mais plutôt des jeunes gens libres, épanouis et critiques du monde qui les entoure. J'ajouterai à ces temps qui pourraient se tenir l'après-midi, là où les théorèmes de Pythagore et autres passent en général moins aisément, beaucoup plus de pratiques sportives. Je m'éloigne un peu de la culture, restant pas trop loin non plus. L'OMS a récemment alerté sur une augmentation des cas d'obésité chez la population européenne. C'est le moment de mettre en place des politiques efficaces pour lutter contre ce fléau, d'autant plus que ce sont généralement les familles les plus pauvres qui sont touchées les premières en termes de santé. L'école a leur rôle de réduire les inégalités. Le sport peut être une partie importante du remède. Donc, je termine là-dessus mon petit plaidoyer pour une école plus bienveillante, qui ne met pas les enfants en compétition, une école qui prend en compte les différences et les valorise par des activités culturelles et favorise une bonne santé par le sport notamment. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Non, merci, parce que, juste dire la manière dont on s'est organisé dans la Circo, parce qu'elle est très grande. Donc, il y a 3 groupes d'action qui organisent finalement, bon, d'abord tout le travail de militants, mais les différentes réunions publiques que nous organisons.
Donc là, Bourdeil, au départ, elle n'était pas prévue, en fait. Donc il n'y a pas eu un groupe de travail ici à Bourdeil. C'est finalement, on a été accueillis le week-end dernier. On a eu un refus pour une autre réunion. On s'est dit, bon, bah allez, on n'a que quelques jours, mais on va faire quelque chose à Bourdeil. Et donc, au pied levé, Vincent a accepté de participer. Bon, je vais pas dire que Domi avait accepté aussi, mais bon, voilà. Voilà, c'est ça. Bon, alors moi je vais essayer de poursuivre un peu sur la question donc de la culture dans notre programme et à travers cet exemple vous dire quelques mots de la philosophie de notre programme. Nous prônons un programme pour plus d'égalité sociale, pour une réponse urgente à la crise écologique. Et pour nous, pour répondre à cela, c'est la rupture avec le libéralisme. Alors quand je dis rupture avec le libéralisme, c'est rupture avec le libéralisme économique, bien sûr. Puisque le gouvernement de Macron et d'autres, on ne peut plus libéral d'un point de vue économique, sont en revanche extrêmement liberticides du point de vue culturel et social. Donc nous, en fait, on s'oppose au gouvernement Macron et à sa politique, hein, et puis il faut pas personnifier, hein, c'est pas que la sienne bien sûr, doublement, c'est-à-dire que on veut rompre avec le libéralisme économique, et deux, nous voulons restaurer la liberté de penser, de s'exprimer. C'est finalement, nous voulons du libéralisme d'un point de vue social en fait. Alors bon, restaurer la liberté de penser, de s'exprimer, donc ça c'est notre volonté, très bien. Pour m'en expliquer, je vais faire un petit détour par la conception de la culture qui est la nôtre. Donc la culture, en fait, c'est une notion extrêmement vaste, complexe, et pourtant dernièrement, qui est souvent abordée de manière extrêmement réductrice, caricaturale, c'est-à-dire comme si finalement la culture d'une personne c'était la culture globale d'une catégorie, quoi. Comme si finalement être musulman, eh bien, ça suffirait à dire ce que c'est la culture de quelqu'un, quoi. On voit bien quand même les tendances nombreuses, hein, qui consistent à décrire, à présenter la culture d'un individu, finalement, parce qu'on parle d'un individu, à travers une de ses caractéristiques. Mais en fait, la culture d'un individu, elle est singulière, elle est propre à l'individu, et elle est au croisement d'un certain nombre d'apports. D'apports en fonction de la position sociale qui est la sienne, en fonction du lieu où il vit, en fonction, en effet, éventuellement de la religion, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je déroule davantage l'argumentaire à Bourdeil sur cette question-là. Donc pour nous, c'est pas pour nous d'ailleurs, c'est l'État doit garantir la liberté de penser et doit respecter les singularités culturelles des uns et des autres. Là, ça tombe bien parce que il y a un principe qui est inscrit dans la plus haute juridiction française, c'est la laïcité qui est inscrite dans la Constitution. Sauf que ce principe, il est largement dévoyé et il est même instrumentalisé pour finalement permettre de mettre en place et de défendre exactement ce que ce principe défend au départ, en fait. C'était fait par vers des libéraux, on a quand même un peu l'habitude. Et je pense par exemple à la loi confortant le respect des principes de la République, plus connue sous le nom de loi sur le séparatisme. En fait, cette loi, c'est extrêmement grave. Cette loi, elle permet finalement à l'État d'apporter, on pourrait dire, une certification, c'est presque ça, des associations qui pourraient, en effet, exister ou pas. Alors la loi dit au nom du respect d'un contrat d'engagement républicain. Sauf que le contrat d'engagement républicain, son contenu dans la loi, on ne sait pas.
Voilà. Donc c'est bien sûr un risque, et puis c'est même pas un risque, ça a été avéré, que l'État décide de manière assez autoritaire finalement d'interdire telle association ou au contraire de soutenir telle autre. C'est dans cette loi que l'instruction à domicile est devenue une exception dans les textes et en réalité est devenue quasi plus possible quoi. Et dimanche, quand je sais plus qui, mais quand on discutait avec le groupe d'habitants de Bourdeil, il y avait une habitante là qui était très sensible à cette question. Donc cette loi, elle est scandaleuse. Hein. Nous, on l'abroge au lendemain de notre élection, ça c'est très clair. Elle dévoie la loi c'est très grave. Elle dévoie la loi de 1905 sur la laïcité, je viens d'en parler, et elle porte une atteinte inconsidérable à la loi de 1901, liberté d'association. Donc le gouvernement, il va très fort de ce point de vue-là, du point de vue finalement d'un État autoritaire, liberticide, qui freine la liberté de penser et donc qui ne respecte pas la culture des uns et des autres. Donc ça, c'était un peu un préalable, un peu, général. Je sais pas s'il est général, moi, il me paraît fondamental. C'est le premier élément, moi, qui me semblait important à vous transmettre par rapport à notre conception de la culture et notre programme. Après, bien sûr, le problème qui se pose, c'est le fait que la culture soit finalement une marchandise au même titre que le reste, et que l'État, pour le coup, se désengage du financement pérenne, notamment des associations culturelles, et que finalement la place soit laissée à l'industrie. Donc, il y a une tradition, il y a une histoire en France, c'est-à-dire que la culture est un service public. Hein, on est quand même sur une histoire où, heureusement, on n'est pas sur rien. Il y a de quoi continuer à porter la culture comme elle se doit. On a une histoire qui est favorable. Et très concrètement, c'est plus de 5000 salles de cinéma, plus de 6000 festivals, plus de 10 000 maisons d'édition, plus de 200 000 intermittents du spectacle. Donc ça, c'est des chiffres qui nous disent que la volonté culturelle historique qu'il y a eu en France, elle a produit des effets et les effets sont encore là. Mais les plans d'austérité se sont succédés, comme dans différents domaines publics. Alors, en 2022, le crédit dédié à la culture a augmenté. Les médias l'ont beaucoup mis en avant, 7%, environ 7%, qui venaient compenser les problèmes liés au Covid. C'est vrai ça, on peut pas c'est vrai. Sauf que c'est pas parce que ça a été augmenté en 2022. Si on regarde sur les 10 années en arrière, si on regarde les faibles augmentations qu'il y a eu de budget ou pas et l'inflation, le budget dédié à la culture, il a très clairement baissé. Il y a des rapports qui permettent de le constater sans aucune difficulté. Du coup, les écarts entre les plus dotés, les plus diplômés, et ceux qui le sont moins se sont agrandis. C'est les plus diplômés, c'est-à-dire diplômés post-bac, sont 4 fois plus nombreux que ceux qui sont un diplôme infra-bac à visiter un musée. Ça, c'est des chiffres qui avaient jamais été aussi importants. C'est les chiffres de 2018. Et surtout, ce désengagement de l'État, en quelque sorte, produit un appauvrissement de la diversité culturelle et un appauvrissement des artistes eux-mêmes. Donc nous, d'un point de vue financier, c'est très clair, c'est 1% du PIB pour la culture. Donc on veut vraiment redonner une place centrale à la culture et donner les moyens financiers pour cela. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, on veut favoriser la culture tout au long de la vie. Donc ça implique d'articuler cette politique publique avec d'autres pans de l'action gouvernementale,
l'éducation nationale, la politique de la ville, les politiques en faveur de la ruralité, la santé, etc. Donc, avec quelques mesures programmatiques. Par rapport à l'éducation nationale, notre projet consiste à, entre guillemets, si j'ose dire, réintégrer la culture dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que, ça fasse partie soit intégré dans le budget de l'éducation nationale, que ça soit une dimension présente dans la formation des enseignants, et que l'on puisse donner la possibilité aux établissements scolaires d'être jumelés avec un établissement culturel. Un autre axe important, c'est d'aller vers une égalité territoriale. Alors bien sûr, quand on dit égalité territoriale, les territoires qui sont pas favorisés, c'est les territoires populaires en ville ou en périphérie, c'est les DOM, on en parle peu, et les milieux ruraux qu'on est complètement concernés à ce titre-là. Ensuite et surtout, notre objectif, c'est favoriser une culture de proximité, je viens d'en parler, plus accessible et reconnaissant reconnaissant les artistes. Alors, culture de proximité plus accessible, qui reconnaît les artistes, un levier essentiel, là aussi, c'est d'attribuer des budgets pluriannuels aux associations et sortir, ou en tout cas ne pas rester exclusivement dans la logique de l'appel à projet. L'appel à projet, c'est ce qui envahit toutes les sphères toutes les sphères publiques en fait. Et c'est assez terrible l'appel à projet, parce que ils sont de plus en plus sophistiqués. Donc ça veut dire que pour pouvoir répondre à cet appel à projet, il faut être de plus en plus aguerri à cette technique-là. Pendant que vous faites ça, vous êtes pas sur scène ou vous faites je sais pas quoi. Donc ça veut dire que c'est les structures les plus importantes, finalement, celles qui ont le plus de moyens, qui peuvent remporter les appels à projets. Et donc, c'est quoi la conséquence? Eh bien, c'est une faille dans la diversité culturelle, parce que on va aller quand même tendanciellement vers toujours les mêmes grosses structures qui remportent les mêmes gros projets. Alors, j'aurais peut-être dû le dire en préambule. La culture, c'est pas mon domaine spécifiquement. Enfin voilà, c'est pas mon domaine. Voilà. Mais pour le coup, dans le social, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est incroyable, des structures qui sont là pour accompagner des personnes handicapées, par exemple. Jusqu'à il y a pas si longtemps, le financement était un financement pluriannuel où il y a pas à qui, j'ai envie de dire, il y a des comptes à rendre a posteriori, bien sûr, mais il n'y a pas à se battre pour obtenir le budget parce qu'on vous fait confiance a priori, parce qu'il y a des professionnels, qu'il y a des diplômes, etc., etc. Et là aujourd'hui, là c'est pareil, c'est appel à projet sur appel à projet. Encore une fois, pendant qu'on est en train de remplir des trucs complètement kafkaïens, de la paperasse administrative comme ça, eh bien c'est autant d'argent qui ne va pas pour l'accompagnement des enfants handicapés, par exemple. Et dans la culture, c'est pareil. Et on pourrait multiplier, puisque ces questions d'appel à projet, c'est un instrument finalement qui renforce la concurrence pour obtenir en gros le plus offrant au moins 10 ans, hein. C'est-à-dire celui qui va faire le plus en coûtant le moins cher, c'est celui-ci qu'on va repérer. Mais on n'a pas là une évaluation qualitative. Alors au niveau de la culture, vous le direz, certains connaissent mieux le sujet que moi, c'est probablement encore plus problématique. Autre élément, bien sûr, améliorer le régime des intermittents. On reviendra sur la réforme chômage qui a été votée dernièrement et qu'a porté d'ailleurs notre première ministre, qui est présentée comme première ministre de gauche, Elisabeth Borne. Et puis, bien sûr, titulariser les précaires que l'on nomme les permittents du service public. Parce qu'ils sont précaires, mais ils sont tout le temps là, en fait. Parce que c'est là aussi, bref, l'État, parfois, est pas le mieux placé. Donc, je pourrais prolonger la liste des mesures qui sont dans le programme, bien sûr.
Je vais finir juste en rappelant les deux grands axes qui me sont chers dans notre programme. Le premier, donc, garantir un cadre légal respectueux des libertés et des choix culturels. Ça passe par l'abrogation de la loi séparatisme, mais pas que. Voilà. Et le deuxième axe, c'est garantir un État qui assure une fonction de service public et finance donc la culture, sans pour autant aller en contrôler l'activité. C'est-à-dire que l'État, son rôle, c'est de faire confiance aux opérateurs, aux associations, etc. Mais d'intervenir, de financer pour arrêter que la culture se négocie au rabais par le marché. Voilà, merci à vous. Donc, on est à Bourdeil, on va dire qu'on est sur un contexte qui est un petit peu particulier. Et comment être à Bourdeil sans parler des cultures régionales? Alors, ce que je vais vous dire va vous paraître assez bateau pour vous, on va dire ici. Moi, je suis plutôt un périgourdin d'adoption. Je suis arrivé dans le coin il y a 18 ans. Mais ça va être l'occasion pour moi de rappeler que justement, cette culture régionale, dépend complètement de ce qu'on en fait. Et de là d'où je viens, donc je suis né à Cholet, dans le Maine-et-Loire, proche de l'Anjou, Vendée. On a un exemple qui devrait parler à tout le monde parce que c'est assez bien connu, on va dire. Il y a l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire, le Puy du Fou. Donc, fondé par Philippe de Villiers, intégriste catholique, royaliste, il a essayé de s'approprier, déformer, modifier un petit peu comme il voulait la culture locale là-bas, non seulement pour pouvoir servir son modèle personnel, mais aussi un projet politique. Donc, il présente ça comme une révolte paysanne des Chouans, sauf que, alors c'était une armée régulière, payée par les nobles locaux, que 80% du clergé avait refusé l'allégeance à la Nouvelle République, et donc ça les arrangeait bien, ils ont bien poussé les gens à y aller, et que les troupes et alliés des Chouans, en fait, étaient ultra minoritaires comparé à son discours qui veut que toute la Vendée se soit rebellée contre la fasciste Nouvelle République que l'on incarne. Ça concernait moins de 10% de la population, y compris en comptant les soldats et les soutiens des soldats. Donc soldats payés. Sa deuxième petite arme, donc c'est un génocide vendéen, son grand cheval de bataille, on va dire, de ces dernières années. Sauf il va falloir qu'il arrive à reprendre en compte qu'il s'agit d'une guerre. Juste une guerre donc des petits nobliaux, justement, ont tenu à conserver leur pouvoir bien à eux, en enfant des paysans, sous-armés, non entraînés, qui étaient ni plus ni moins que, à cette époque-là, on va pas parler de chair à canon, ni de chair à patron, mais de la chair à noble, hein, déjà, dans ce niveau-là. Et donc, il y a bien que Zemmour et ses confrères, on va dire, qui sont capables d'arriver à défendre ce genre de projet-là, et qui a été une simple guerre entre républicains et monarchistes qui souhaitaient juste conserver leur propre pouvoir. Donc, ça va être l'occasion de rappeler que, justement, il ne faut pas laisser ce terrain-là à la droite et à l'extrême droite pour servir de nos cultures régionales. On va pas leur laisser ce petit plaisir-là. On va devoir se saisir, nous, de ce patrimoine commun pour créer du sens autour de ça. Et clairement, dans le coin, l'Occitan et l'Occitanie a un bon temps d'avance sur nous au niveau de ce côté-là. Ici, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, il a été accueilli le festival Paratch. Donc je vais certainement pas apprendre à grand monde ici ce que veut dire le mot. Moi, j'ai dû le chercher parce que même en étant d'adoption, justement, j'ai pas suivi de cours d'occitan. Oui, voilà. Surtout que c'est un concept, en fait, qui est justement assez important, et même le choix de ce nom-là est un signal fort. Donc j'ai été chercher, moi, la notice d'autorité sur le mot, puisque Paratch est un des principaux concepts de la civilisation occitane du Moyen-Âge, et ça signifiait, déjà à l'époque, le principe d'égalité entre les sexes et entre les classes sociales. En termes de temps d'avance, ça se pose là. Donc, alors ce sera à nous de choisir justement ce que nous mettons en avant dans ces nouveaux communs, et ne serait-ce que sur les références périgourdines, on a le choix. C'est-à-dire si on prend le parcours d'Eugène Leroy, qui est né à Hautefort, dont l'œuvre nous raconte justement la vie des paysans, des opprimés, des injustices qu'ils ont vécues, de comment ils se sont rebellés, et surtout un grand défendeur de la laïcité déjà à son époque, son legs de la Félibrée qui a vu le jour en 1903 juste à côté, à Mareuil, et dans le temps qui a découlé du Paratch occitan, vous connaissez où est née la première sécurité sociale de France?
pas très loin d'ici, justement, à Hautefort. C'est assez hallucinant, et donc c'est même avant l'œuvre des camarades du CNR et du ministre ouvrier communiste Croizat, à Hautefort, sous le commandement de Maxence de Damas, un général à la retraite, en 1833, il s'est retrouvé à gérer l'hospice de Hautefort. Et il a mis en place quelque chose qui clairement pourrait ravir pas mal de communistes dans le coin. Il met en place un fonds qui est alimenté par la bourgeoisie locale, par les artisans, par lui-même, pour soigner tous ceux qui passeront par Hautefort, habitants ou non. C'est un prémisse de sécurité sociale, alors locale à son échelle, comme il a pu le faire, mais mine de rien, on pourrait se targuer, en Dordogne, on a vu naître la première sécurité sociale de France. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas duré longtemps, au bout de 15 ans, le successeur a bien viré tout ça, on a eu la première sécurité sociale de France. Et donc, au-delà de ça et de tout ce qu'on peut justement être fier et pouvoir arriver à le revendiquer, tous les nouveaux modes de diffusion de la culture. Dans le temps, on en a toujours eu des nouveaux, qui ont toujours été décriés, on va dire, par tous les réactionnaires de tous bords. Les films à leur époque, les séries il y a quelques années, les bandes dessinées, maintenant les mangas. Je ne sais pas si vous avez vu le passage justement. Le pass culturel est utilisé pour acheter des mangas. Ah oui, tant mieux. Enfin, évidemment, ça reste de la culture comme une autre. Et on va arriver sur un art nouveau, le jeu vidéo, qui est un art qui, pour nous, est un art intégral. Et intégral parce qu'il recoupe pratiquement tous les métiers de l'art. Scénariste, dessinateur, musicien, chanteur, doubleur et donc acteur. Et c'est vraiment tout ce microcosme, justement, qui est essentiel pour pouvoir arriver à mettre en place des jeux vidéo. Et il s'agit d'un des nombreux arts de demain. Et il faudra donc pas laisser, justement, ce nouvel art dans les mains des multimilliardaires sauce Bolloré, comme ce qui est fait actuellement, qui a une emprise notamment sur une des plus grandes entreprises françaises de jeux vidéo qui est située à Montpellier, mais aussi sur une autre, grâce à son groupe Vivendi qui commence à racheter petit à petit des entreprises, des licences du jeu vidéo, et qui sont là juste pour pouvoir arriver à vendre du contenu. C'est-à-dire, ce n'est plus de la culture, c'est vendre du contenu. À tel point, c'est qu'ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Vous avez accès, des fois, à un jeu vidéo gratuit. Mais par contre, vous avez ce qu'ils appellent des loot box. C'est-à-dire, c'est une petite boîte virtuelle que vous payez. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. C'est de la loterie. Et ils en ont fait à tout un marché un petit peu spécifique. Et là, on peut prendre l'exemple justement de nos camarades du PTB en Belgique qui ont réussi à le faire interdire il y a quelques années. C'est quelque chose qu'on pourra arriver à mettre en place justement pour pouvoir arriver à mettre un frein justement à ces dérives qui sont complètement honteuses. Et donc ça va justement en mettant en place des lois de déconcentration, anti-monopole, justement pour éviter qu'ils possèdent tout, et donc que ce soit sur tous les secteurs culturels. Le cinéma, l'audiovisuel, les livres, le jeu vidéo, comme j'en parlais, le spectacle vivant, la musique, et j'en passe, afin justement de garantir cette indépendance et favoriser une diversité d'expression et de création, et de rendre enfin à nouveau l'acteur, l'auteur de son œuvre, à nouveau maître complètement de son œuvre du début à la fin, depuis être contraint en fait. Pour revenir sur la partie jeux vidéo, c'est de se servir justement de ce qui existe déjà. Il y a un Centre national du cinéma, qui est imparfait, clairement, mais qui permet de financer du cinéma d'auteur, qui permet de financer du cinéma français. Il faut pouvoir arriver à reproduire ce même modèle pour le jeu vidéo et créer un Centre national du jeu vidéo, pour que justement ce soit plus l'œuvre uniquement de gros monopoles, de grosses entreprises, puisqu'il y a énormément de petites entreprises du jeu vidéo. Et donc c'est justement lui donner cette reconnaissance en tant qu'art, lui faire bénéficier justement de tout ce que le service public est capable de donner, en éducation artistique et culturelle, en valorisation, en partage du patrimoine, en formation en particulier aux écritures, aux notions d'art en général qui sont du coup globales, et que ce soit pour la pratique amateur et professionnelle. Et il s'agira donc de développer justement les écoles publiques du jeu vidéo, une filière de la création numérique dans son ensemble et dans l'enseignement professionnel. Et il faudra définitivement supprimer ces quasi-monopoles dans le jeu vidéo et ailleurs. C'est vraiment cette clé de voûte en fait, puisque tant qu'ils vont contrôler où se répartit la monnaie et qu'ils pourront juste fermer le robinet quand ça leur plaît pas, autant dire que vous verrez actuellement plus facilement avec un contrôle de Bolloré un jeu vidéo sur les royalistes que un jeu vidéo sur Jacques le Croquant. Et donc après, il va falloir arriver à redonner les moyens de former justement les futures créatrices, les futurs créateurs, et donc donner aux écoles supérieures d'art,
au niveau des arts visuels, le théâtre, la danse, et tout ce qu'on a déjà cité, les moyens pour pouvoir assurer, en fonction des spécificités de chaque art, les enseignements nécessaires, de garantir les passerelles avec la recherche, d'harmoniser les statuts du personnel, de l'enseignement artistique, pour qu'ils soient complètement conformes à ce que devraient être justement les statuts et la rémunération d'un fonctionnaire. C'est garantir aux étudiants de ces écoles supérieures d'art les mêmes droits que les autres étudiants, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Il y a notamment ce qui concerne le logement. Vous allez à la fac, vous avez le droit à un logement Crous. Vous allez dans une fac d'art, non. Et c'est aussi le même accès à la médecine universitaire et la restauration abordable au niveau du Crous. C'est développer du coup une vraie politique d'insertion professionnelle pour les travailleuses et travailleurs de l'art diplômés, en lien avec les collectivités territoriales, notamment par la commande publique, qui a été réduite à peau de chagrin et qui est réduite uniquement à quelques artistes qui ont pignon sur rue et qui peuvent bénéficier de ce genre de dossier. C'est soutenir et développer la formation dans ces métiers d'art, pour toujours veiller à la préservation et à la transmission de ces savoir-faire qui pour certains sont uniques au monde. C'est pareil, donc là, pas très loin d'Hautefort, à côté de Sainte-Trie, il y a une dame, artiste, lacqueur, qui a développé sa propre façon justement de peindre sur bois et ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui n'est non seulement pas mis en valeur, pas reconnu, et elle arrive même à galérer juste à faire en sorte que ce savoir-faire ne se perde pas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle a plus de 80 ans, elle doit chercher dans des fondations pour pouvoir arriver à trouver quelqu'un qui est capable de reprendre sa façon de faire. Juste ça. Donc c'est vraiment pour ne pas perdre ses savoir-faire qu'il va falloir réengager le ministère de la Culture, lui redonner enfin son rôle, plutôt que d'aller batailler sur qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser en termes français ou anglais dans un jeu vidéo comme ce qu'ils viennent de faire, dans le soutien financier à ce qui est nécessaire, au conservatoire, permettre en lien avec justement les collectivités l'embauche durable d'un plus grand nombre d'enseignants qualifiés. C'est l'ouverture de nouvelles classes pour toutes les disciplines qu'on va avoir besoin, toutes les disciplines qu'on parlait tout à l'heure, présentes notamment dans la danse, le théâtre, et l'ouverture de tous les établissements qui ont pour certains été fermés et pour les autres qu'il va falloir réouvrir, afin de garantir justement que cet accès à la formation, cet accès à la culture soit disponible partout, pour tous, y compris en milieu rural. Et donc pour ça, il va falloir accroître le nombre et les effectifs des professeurs spécialisés, des artistes, pour certains qui sont aussi enseignants-chercheurs, puisqu'il y a de la recherche en art et qu'on la met complètement de côté, parce que vous comprenez, ça rapporte rien. Pourquoi les financer? Déjà que le financement de la recherche est compliqué si on n'arrive pas avec un dossier pour dire ça va être rentable dans 5 ans. Donc là, si vous commencez à faire de la recherche directement dans l'art, bon, on va dire que les néolibéralistes à la Macron, ça leur parle pas beaucoup, on va dire, ce genre de choses, le fait de pouvoir s'émanciper justement par la culture. Donc il va falloir arriver avec tout ça à valoriser la place des enjeux écologiques justement, grâce à l'art, notamment dans l'architecture, puisqu'il va falloir qu'on arrive à l'imposer directement dans tous ces grands plans d'architecture. Et donc ça va aller vers la formation nécessaire dans ces domaines-là directement des futurs architectes, et ainsi que toutes les autres formations supérieures artistiques. Et il va falloir arriver enfin à ce que la culture ne soit plus accessible qu'à une petite élite, celle qui a pu se débarrasser du temps contraint, et on a les moyens. Ça va toujours être en fait ce débat permanent entre le temps contraint et le temps libre, et c'est ce qui nous anime un petit peu, nous, sur la gauche. C'est ce qui a commencé il y a longtemps avec ce petit triangle rouge. C'était le droit d'avoir 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Ça a toujours été un espèce de fil continu dans notre histoire politique, de chercher justement à récupérer sur le temps contraint vers le temps libre. Et ça passe autant avec les 35 heures qui sont passées et qu'on aimerait à terme pouvoir amener aux 32 heures, que vers la retraite à 60 ans, qu'ici aucun candidat en face de nous ne veut. Donc pour arriver à reconquérir ce temps libre, pour pouvoir redonner aux gens le pouvoir et le moyen de le faire, il faudra justement revenir sur cette retraite à 60 ans, aller vers une diminution du temps de travail, sur tous les moyens, dans la semaine, dans l'année, dans la vie, l'augmentation du SMIC à 1 500 € net, l'augmentation des retraites à 1 500 € net, et avec un seuil spécifique pour notamment les retraites qui ne sont pas complètes, pour tous les minima sociaux qui soient alignés au niveau du seuil de pauvreté. Le nouveau seuil de pauvreté a été aligné il y a 2 jours à 1 103 €, c'est-à-dire que notre volonté, on avait marqué 1 063, ce sera 1 103. Le but, de toute manière, c'est que ça suive ce seuil de pauvreté.
pour enfin combattre la pauvreté et puis combattre les pauvres. Ça changera un petit peu, on va dire. Et pour ça, il faudra complètement désobéir aux règles de concurrence libre et non faussée dans l'Union européenne, notamment concernant ce secteur culturel, et éventuellement en utilisant les fonctions et les options de retrait définitives de ces modalités-là, ou aller volontairement au rapport de force. Et ça va être un petit peu le mot d'ordre, on va dire, de ces 5 ans à venir, avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça va être le rapport de force. Il va falloir arriver à défendre de façon intransigeante la langue française dans toutes ces instances européennes et internationales. C'est ce qui nous permettra de soutenir l'expression artistique et culturelle francophone, tant en France qu'à l'étranger, et notamment dans cette francophonie qui est assez immense à l'échelle internationale. Il va falloir renforcer le réseau des instituts et des alliances françaises à l'étranger, pour favoriser la diversité, l'indépendance, en repensant les choix de nomination de leurs dirigeants, éventuellement, pour plus les confier à des anciens chefs d'entreprise, ce qui nous permettrait d'arriver à redonner la culture à la culture et puis à des patrons. Ce soutien concerne aussi, du coup, toutes les écoles françaises à l'étranger, qu'elles soient à Rome, Athènes, Le Caire. Il faut arriver à leur redonner les moyens complets. Il va falloir aussi arriver à trouver un moyen de renforcer l'usage du français dans les productions de films des pays francophones, tout en adoptant une politique soutenue de sous-titrage en langue nationale ou régionale, et étendre la diffusion des films de langue française. Et alors, pour que la culture, son accès, ne soit pas juste un vœu pieux, mais que son accès puisse se faire enfin tout au long de la vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans les cursus universitaires, que ce soit à l'entreprise, dans les collectivités territoriales. Le 12 et 19 juin, il y a des élections législatives. Vous êtes tous au courant ici, puisque c'est pas un petit peu pour ça que vous êtes là. C'est notamment un moyen de montrer que cet autre monde est toujours possible. Pour tout ce que nous avons parlé ce soir, mais aussi parce qu'il n'y a du coup qu'un seul bulletin pour le SMIC à 1 500 €. Il n'y a qu'un seul bulletin pour la retraite à 60 ans et 40 annuités. Il n'y a qu'un seul bulletin pour exterminer la pauvreté. Il n'y a qu'un seul bulletin pour mettre en route la bifurcation écologique. Et c'est le bulletin avec un V dessus. Donc ici, il a mon nom et celui de Marlène. Mais la clé, elle est aussi entre vos mains, pour le coup. Il faut en parler dans vos entourages. C'est le meilleur moyen et le seul moyen d'arriver à amener les gens à voter justement pour nous et à pouvoir mettre Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre pour enfin avoir un gouvernement de gauche qui nous a clairement manqué ces dernières années. Donc, parlez-en, votez, faites voter pour la NUPS et ensemble, on prendra enfin le pouvoir. Merci. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, couvrons-nous et demain, l'internationale sera le genre.